22 janvier. Donc j'aimerais parler de la rationalité, reprendre ce thème évidemment très intéressant et toujours d'actualité, dans le sens où la rationalité, et c'est le critère par lequel nous entendons euh, réfléchir euh, ou un peu peser nos décisions, nos comportements. À l'aune de la rationalité, avons-nous été euh, bons? Avons-nous suivi les préconisations qu'impose ou que suggère la rationalité? La rationalité, c'est finalement la préservation euh, de ses intérêts de façon très de façon très, à dire, éveillée, de façon très consciente. Quelle est la chose qui va défendre l'attitude, le système de pensée, qui va défendre mes intérêts sur le moyen et le long terme. Étant entendu que le court terme est souvent trompeur. Nous pouvons évidemment euh, venir à bout de certains défis, de certaines contrariétés, en agissant de façon presque coup par coup, de façon très réactive. Et le problème, c'est cette dose ou cette surutilisation, ce recours trop trop fort à la réactivité. Il y a souvent une attitude qu'il faut savoir privilégier, qui serait celle de se mettre presque dans une forme de retrait, une forme, et pour essayer de réfléchir sur la meilleure manière de, de réagir. Quelle est la meilleure manière? Je suis dans une situation, cette situation, elle se caractérise par tel ou tel aspect. Cette situation est a priori plutôt profitable ou plutôt comportant des risques. Il y a toujours dans cette règle de cette balance des risques et bénéfices. Si j'agis dans les médias, peut-être que sur le long terme, plus tard, je me rendrai compte que finalement j'ai plus perdu que gagné. Donc ce n'est pas une histoire, c'est qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous construisons comme discours réactif, comme discours d'intégration de ce qui s'impose à nous, ce qui entre dans notre environnement, dans notre être, ce qui nous impacte, alors que de façon forte ou moyenne, de toute façon tout ce qui est nous intéresse, ce qui est important pour nous, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine immatériel, dans le domaine un peu domaine des idées, dans le domaine des façons de voir le monde, de l'interprétation du monde, et aussi un peu dans le domaine de ce qu'on appelle un peu le supramonde, un peu dans ce qui pourrait être l'aspect un peu dit spirituel, dit un peu voilà.
Quand on voit, par exemple, simplement sur le plan anthropologique, pour faire savant, donc l'anthropologie, alors c'est l'adoption d'un certain nombre de comportements. Ces comportements n'étaient pas d'usage, n'étaient pas connus auparavant. Ils sont nés avec une évolution, avec un changement technologique qui permet à l'individu, quel qu'il soit, hein, l'individu lambda, de de se retirer du monde qui l'environne pour se plonger dans, dans un monde qui est le sien. Donc, le monde deviendrait pour lui, le monde qui l'entoure devient totalement transparent. Avant, nous pouvions être dans cette relation de présence et d'absence au monde, pouvions tenir compte de ce qui se passe autour de nous, tout en ayant en même temps, en réfléchissant à des choses qui pourraient s'être passées s'être produites dans le passé, notre passé, ou alors des choses à des milliers ou à plus de kilomètres du lieu dans lequel on se trouve. Donc, il y a en nous une conscience de ce qui nous entoure, mais aussi nous avons cette capacité de s'en émanciper un peu pour aller s'évader, si l'on peut dire, pour aller séjourner dans le temps. Alors, temps présent, temps ancien, dans tout l'espace-temps, quelque part, qui nous est propre. Voilà, cette activité qui est une activité intéressante. Déjà, c'est une activité double, et c'est une activité qui puise en soi. D'une certaine façon, c'est une activité qui n'entraîne pas d'addiction, qui n'a pas d'effet secondaire délétère. Donc voilà. Et on est toujours conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors, donc le changement anthropologique, il est dans cette tendance à vouloir, comme ça, amener partout, je ne sais pas, il y a un moment où les choses étaient bien claires, il y avait des espaces qui étaient très distincts, on était en collectivité élargie, et à ce moment-là, on était là, c'était moi avec évidemment les choses qui me sont propres, mais en même temps, j'étais en disponibilité. Donc j'avais rien de ce qui, à part mes vêtements, à part peut-être mon statut social, mais là où je suis, j'amène rien de chez moi, j'amène pas mon manger, ma mangeaille, j'amène pas mes photos, j'amène pas de famille, j'amène pas mes amis. Je communique pas avec mes amis, avec ma proximité, pendant que je suis comme ça au milieu des gens. Voilà, la proximité, le cercle restreint, lui, il reste un peu cloisonné, il reste limité à la sphère privée. Quand je rentre chez moi, à ce moment-là, je me mets à reprendre contact, que ce soit en présentiel ou en distanciel, voilà, j'appelle au téléphone et à ce moment-là, j'appelle ma proximité. Mais quand je suis dans la rue, ma proximité, si elle est pas, si un de ses représentants n'est pas avec moi, ben, il n'est pas avec moi, je vais pas l'appeler comme ça, je pourrais penser à lui. Ça, c'est pas un appel. Je reste ouvert. Donc, si je vois une possibilité d'interaction avec les gens qui sont autour de moi, ben j'interagis. Ça pourrait me faire du bien, comme ça pourrait
me faire du tort, mais c'est pas grave, j'interagis. Je suis disponible, voilà, je suis seul, c'est bien évident. Si je suis seul dans la rue, il y a des risques, il y a des chances pour que je sois seul aussi dans la vie, il est possible. Mais en tout cas, à l'instant où je suis dans la rue, je suis seul, donc quelqu'un peut venir me parler. Je ne vais pas lui refuser la parole, je ne vais pas lui refuser ça. Je ne peux pas m'enfuir, je suis là, disponible. Tandis qu'avec le téléphone, avec le monde que je peux ça me rappelle cette histoire quand quelqu'un ouvrait, une certaine époque, quand quelqu'un ouvrait son portefeuille, il avait toujours devant soi soit une photo familiale, soit une photo privée, genre une personne qui est avec une autre, ben voilà, deux. Donc quelque part, on était en droit de se poser la question à cette personne, est-ce qu'elle est toujours avec cette personne, ou est-ce que cette photo est d'actualité, ou est-ce qu'elle est juste un souvenir? Mais ça faisait bizarre de voir ça. Pourquoi c'est si comme ça facile à voir? Pourquoi c'est pas un petit peu caché? Pourquoi il suffit qu'il y ait une raison pour qu'une personne ouvre son portefeuille, voilà, étalé, mais c'était quand même gérable, tandis qu'avec le téléphone, c'est pas gérable. Et cette sortie un peu que l'on pouvait faire, on pouvait être en train de parler avec quelqu'un, en même temps en train de penser des choses, cette personne. Donc la distance, avant, elle existait aussi, la distance, voilà. Qu'est-ce que je m'ennuie dans cet échange? Qu'est-ce que cette personne me plaît pas? Ou qu'est-ce que cette personne me plaît? Ou alors, mais comme j'aimerais être ailleurs, mais c'était pas gênant parce que ça restait sans effet visuel. Il n'y avait pas sur sa figure un témoignage ou quelque chose qui dit que cette personne, ben, finalement, elle a rompu le contact. Tant qu'elle est là, le contact continue. Il y a une personne qui écoute, une autre qui parle, et puis ça s'inverse. Tandis qu'avec le téléphone, bon, on est avec quelqu'un, et puis bof, arrive un appel, et c'est même pas la peine de parler de ça, parce que ça fait partie de l'histoire ancienne, les choses se sont accélérées. Non seulement la personne n'a pas d'appel, mais elle est en train de pianoter, en train de faire quelque chose. Donc la rationalité, finalement, on ne peut rien reprocher à ceux qui ont fabriqué cet objet technologique, qui l'ont conçu, qui l'ont élaboré, etc. C'est l'usage, ils ne nous ont pas imposé un usage de façon directe. Ils nous ont aidés à développer cette addiction et ce besoin innaturel. Mais après, quelque part, ce n'est ni un besoin naturel, ni un besoin social. C'est un besoin antisocial et antinaturel, puisqu'il prolonge des affiliations qui, normalement, il fait aussi... il a tendance à rendre omniprésent la proximité qu'on a. Et cette proximité, normalement, on est destiné à la quitter. Si on n'est pas avec, c'est qu'on l'a quitté. Donc pourquoi continuer d'entretenir des rapports très, très proches et très fréquents? C'est la distance. C'est construire la distance. Cette distance est nécessaire pour redevenir, d'une certaine façon, pour entrer dans le jeu social, le jeu de la disponibilité pour quelqu'un d'autre. Parce que cet enfermement, cette relation un peu presque incestueuse qu'on a avec son milieu d'origine, avec son milieu de première jeunesse, etc., c'est une relation un peu... qui frise un peu comment on appelle ça, qui peut avoir un aspect pathologique, un aspect pas du tout,
épanouissant, au contraire, ça emprisonne, ça freine. Et finalement, aller vers l'autre, c'est prendre un risque. Aller vers l'inconnu, c'est prendre un risque qui peut être très divers et qui peut être un vrai risque pour la personne. Je me rappelle quelqu'un qui, dans ma vie ancienne, j'avais entendu quelqu'un parler comme ça. J'étais effaré, mais je n'ai rien fait. J'étais pas effaré, je sais pas. Sans réaction, quelqu'un qui dit comme ça, je vais mettre ma copine au tapin. Je vais la mettre, je vais la prostituer. Évidemment, la copine n'est pas là. Donc, on peut imaginer, voilà l'inconnu. Un inconnu qui est doublement inconnu puisqu'il vient d'ailleurs. Et donc, quelque part, dans son délire à lui, eh ben, c'était de mettre sa copine au tapin. Donc, voilà l'inconnu. L'inconnu, c'est une certaine forme ou plusieurs formes de risque. Alors, le risque, c'est l'inconnu aussi, un risque de quelque part de provoquer une rupture avec votre milieu d'origine parce que enfin d'accentuer la rupture, voilà, ça dépend. Tout. Mais c'est comme ça que se forme une société, j'allais dire, une société dynamique, une société qui n'est pas fixe, qui n'est pas immobile, voilà, c'est ça. D'une certaine façon, ça me rappelle cette histoire des fêtes de village. Donc, après les moissons, l'été, les fêtes de village, évidemment, un village fait une fête. Ceux qui vont venir, la plupart du temps, c'est les villages aux alentours, à quelques lieux, pas les villages très, très éloignés. Et donc, c'est pas le terme d'inceste, mais c'est un village, d'une certaine façon, il vit un peu forme d'enfermement, pas une autarcie, mais enfermement. Mais quand même, un village, il sait qu'il y a un autre village à côté. Il peut y avoir quelques problèmes, quelques vieilles rancunes, quelques disputes anciennes, il peut y avoir comme ça un passé un peu lourd, mais malgré tout, les villages, même s'ils sont dans une certaine... ils vivent un peu reclus, ils savent qu'ils doivent communiquer avec les villages, qu'il faut qu'ils aient des liens avec les villages d'à côté. Donc le mieux, quand on fait une fête de village, c'est de ne pas... pour ne pas rester entre soi. Le principe, c'est que d'autres jeunes viennent des alentours. Et comme ça, finalement, il y aura des liens. Les liens vont être concrétisés par les relations, par les amitiés, par les alliances. Voilà, comment on va fermer une alliance. Au lieu que ça se passe de façon violente, qu'on vient kidnapper des femmes d'un autre pour les marier, pour éviter un peu cette trop grande proximité, génétique, on va chercher. Donc, et puis, les alliances. Le mieux pour éviter les conflits, c'est de faire des alliances et de multiplier les alliances. Donc, les allers-retours. Dans ce village, il y a une fille qui a été mariée, qui vient du village de 2 kilomètres. À côté, là aussi, une fille. Donc, c'est le meilleur moyen pour décloisonner, voilà. C'est le moyen qu'avaient trouvé les anciens. Voilà, c'est le décloisonnement. Le décloisonnement qui est tout sauf le cloisonnement, l'enfermement, le repli sur soi, l'auto-consommation, quelque part une sorte d'anthropophagie, une sorte d'autoconsommation. Voilà, on ne peut pas. À ce moment-là, on revient à l'inceste institutionnalisé, donc le frère se marie avec la sœur, etc., pour ne pas
Et voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va descendre jusqu'à l'échelon le plus bas de cette construction, de cette pyramide quelque part, ou de je sais pas, cet édifice. Donc vraiment, puisqu'on doit être dans l'enfermement, alors faisons-le vraiment. Voilà, il y a des éléments biologiques et autres qui concourent à ce que ce modèle-là ne soit pas un modèle dominant ni même pas existant. Ça ne doit pas exister. Donc tout sauf la rationalité, elle dit quoi? Elle dit des éléments comme ça, un peu rapidement, un peu sans trop d'analyse profonde, mais c'est comme ça. Donc la rationalité, elle dit finalement qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que si on réfléchit comme ça, toujours avec la perspective de ce qui pourrait se passer dans 20 ans, 30 ans, c'est un peu compliqué parce que ça aurait pour effet de nous interdire toute démarche, toute action, puisque n'importe quelle action, finalement, elle porte en elle le potentiel d'être une mauvaise action. Donc il y a toujours un risque pour que cette chose se révèle nuisible avec le temps. Donc j'ai pris le pouvoir, mais finalement, c'est vrai que le pouvoir, voilà, donc le pouvoir, avoir du pouvoir, c'est vrai que ça peut être, on peut considérer ça un peu comme quelque chose de totalement illusoire, avoir le pouvoir sur les autres, avoir le pouvoir, être une autorité. Mais d'un point de vue personnel, je vois que ça vous permet d'avoir du monde autour de vous. Le problème, c'est de pouvoir interagir. Et c'est ça qui est intéressant. Pouvoir interagir pendant qu'on a le pouvoir et aussi pouvoir interagir après qu'on ait quitté le pouvoir. Donc il y a toujours... c'est ça le plus important, c'est le capital humain que l'on aura finalement mis en réserve. Donc la rationalité, alors c'est quoi la rationalité exactement? C'est vrai, dans ce calcul, il y a toujours plein de points d'interrogation qui restent finalement pas du tout, qui restent en suspens comme ça. Il n'y a pas de réponse. Alors, rationnellement, qu'est-ce que j'ai gagné? Rationnellement, qu'est-ce que j'ai perdu? Si on doit voir les choses de façon... C'est vrai que, en ce qui me concerne à moi, finalement, il y avait beaucoup de chances, rationnellement, logiquement, pour que ça se passe mal. Plein de risques pour que ça se passe mal. Mais fondamentalement, ce qui manque, c'est la capacité de trouver des gens, de rencontrer des gens avec lesquels on puisse produire des expertises. Alors, expertise très diverses, j'allais dire multimodales, multiformes, qui toucheraient à plein de domaines. Donc, l'expertise, expertise sociale, expertise économique, expertise politique, expertise, j'allais dire, civilisationnelle, expertise qui tiendrait un peu compte de toutes les... Finalement, on pourrait dire, oui, l'être humain, il est, moi compris, je parle de mon exemple, incapable de penser ses intérêts dans le futur, dans les temps pas encore réalisés.
j'ai entendu parler de cette histoire de Méris. Méris est une association qui a un long passé déjà. J'ai connu une personne qui s'occupait de la structure à l'époque où elle était occupée les locaux d'une société de fabrication de chaussures qui s'appelait donc Méris. Donc ils ont gardé le nom. Après avoir quitté ces locaux, ils sont allés occuper les locaux de l'ancienne préfecture. Intéressant parce qu'ils sont restés là-bas des années. Après, ils sont passés ailleurs. Et aujourd'hui, ils ont été fermés administrativement. Moi, simplement, je savais que j'avais de l'attirance pour ce qui est artistique de toutes sortes. Et fondamentalement, à côté, j'allais pas à Méris. Première mouture. Je suis pas allé à Méris quand je suis passé qu'une fois. Il y a quelque chose qui me ralentit. Et puis, Méris actuel, j'y suis jamais allé. Je sais que c'est dans 31 200, je crois, mais je suis jamais allé. Pourtant, j'ai besoin de gens qui sont dans ce qu'on appelle la création, qui pensent à les choses en termes de projets, voilà, original, projet ouvert, qui pourrait utiliser toutes les formes possibles d'expression. Voilà, donc j'ai besoin de ces gens-là. La rationalité, c'est comment être devant un besoin, ou un désir, ou un rêve, ou même une illusion. Alors, un désir, voir ce que ce désir représente pour nous, et quel est son degré de pertinence, ou jusqu'à quel point nous nous reconnaissons dans ce désir, jusqu'à quel point je me reconnais dans cette inclination. Alors, toute chose demande de renoncer à quelque chose. Donc, est-ce que le renoncement que je vais faire, est-ce que finalement il est plus important il est moins important que ce que je vais acquérir? Si par exemple je suis mal accueilli les premières fois où je vais quelque part, si je dois me trouver une place dans cette structure, que cela me prenne beaucoup de temps, ce n'est pas grave. Si j'ai une réticence, cette réticence, elle est naturelle chez moi. Donc je dois aller au-delà de la réticence. Donc le rêve, d'abord il faut déterminer que c'est un rêve, il faut déterminer que cette chose est une illusion. Il a toutes les caractéristiques de l'illusion, du fantasme, de la fantasmagorie, etc. Mais c'est goûteux une illusion, c'est précieux une illusion. Illusion par rapport à comment dire, on peut être victime d'une sorte d'auto-illusion par rapport à une vérité, par rapport à une sensation, par rapport à une approche, par rapport à une lecture d'une chose. Je suis pris dans ma propre illusion. Finalement, mes paradigmes sont des illusions, rien d'autre. Ce sont des objets construits et finalement construits de façon à me correspondre. J'invente le monde qui me correspond. C'est très bien. Si je suis conscient, si j'en suis conscient, et que quelque part ça m'apporte, ça me gratifie, c'est bien. Pourquoi je vais être malheureux parce que je vis dans une illusion?
On peut vivre dans l'illusion de son importance. Ça, c'est autre chose. Euh, donc, c'est toujours la rationalité se heurte au niveau de la définition de l'objet même. Alors, évidemment, toujours cette nécessaire mise au point quand on a une idée comme ça, et que cette idée, elle vient suite à un long processus. Donc, on va la mettre, on va la passer à l'oralité. Souvent, au moment où le processus d'émergence s'accomplit, il y a quelque chose de très net. Une fois que ce temps est passé, les choses se brouillent un peu. Puisqu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail de recherche, il n'y a pas cette activité universitaire, intellectuelle, etc., qui veut que l'on se mette à chercher des éléments pour densifier un discours, voilà, pour montrer que c'est quelque chose qui tient le coup, quelque chose qui a du corps. Non, là, il s'agit d'être en face à soi-même et d'être dans le, le corps qui dit, le corps qui parle, au moment où il dit ce qui finalement le traverse ou ce qu'il a en réserve, mais rien d'autre. C'est toujours très, très intéressant, on dit la rationalité. À un moment, il y a une chose que je n'avais pas compris, en quoi c'était pas très rationnel de la part de Barack Obama. Et c'est toujours très intéressant de voir à quel point le président de l'Union nord-américaine, quand il est en fonction, à quel point à chaque fois le président américain un tel, son prénom et son nom. Jamais le président américain, et ça s'arrête. Donc, pendant les 4 ans, les 8 ans, on n'entendra que ça, que ce nom. Et puis ce nom va disparaître, comme ça, subitement, ça disparaît, alors qu'il était archi omniprésent. Donc Barack Obama, donc, qui était en compétition avec les Clinton, avec Madame, puisque Monsieur était passé avant, et bien quelque part, il a fini ses 8 années de mandat, donc il aurait dû se mettre un peu en retrait pour qu'il n'y ait pas, qu'on confonde pas la prétendante avec le candidat, avec le partant, avec le là il était présent. Il voulait quand même défendre son bilan et puis d'une certaine façon, je pense, présent. Donc il l'a gêné. Alors il l'a gêné quelque part, il a dû la gêner et voilà. Il aurait dû même pas être là, puisque finalement il a dû la laisser. Et toujours le problème qu'on a eu avec Jospin qui était Premier ministre, qui n'a pas démissionné pour se lancer dans la bataille des présidentielles, qui est resté Premier ministre dans les affaires jusqu'au bout. Donc à un moment donné, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi puisque je ne sais plus en quoi il y avait un problème par rapport au fait qu'il soit toujours Premier ministre. Pourtant, son bilan était, comme on disait à l'époque, était positif. Les choses sont un peu plus complexes que ça. Je ne sais plus exactement quelle était l'idée par rapport au fait qu'il aurait dû démissionner pour se consacrer à la campagne. D'une certaine façon, les gens peut-être disaient, oui, ce sera une continuité. Alors que dans cette histoire-là, il faut il faut montrer l'amorce d'un changement. Même si
on va garder certains éléments, mais on va quand même apporter quelque chose de neuf. Donc c'est de l'ordre de la promesse, c'est de l'ordre de la séduction, c'est de l'ordre du... Qu'est-ce qui vous manque que vous n'avez pas? Peut-être que je vous ai permis d'avoir déjà pas mal de choses, mais sûrement. Alors, je vais essayer de me mettre à vous séduire. Je vais me lancer dans la conquête des cœurs et des esprits, etc. La conquête. Quand on est dans les affaires, on n'est pas, on est dans la gestion, voilà, l'équilibre des comptes, etc. Tout ce qui est un peu ennuyeux et qui ne fait pas rêver. Donc le problème est, si on avait élu Madame Clinton, Madame Clinton devenait un peu le troisième mandat, la suite de la politique suivie par Barack Obama pendant 8 ans. Alors qu'il y a une confusion, alors que normalement, la rupture devrait être très claire, tranchée. C'est bien ce qu'il a fait, mais par ailleurs, j'ai des reproches à lui faire, même si c'est quelqu'un qui est du même camp, etc. Mais, d'ailleurs, même l'idée d'être dans son gouvernement, ben, c'était pas une bonne idée. Il aurait fallu garder ses distances. D'accord, peut-être qu'elle était plus premier ministre des Affaires étrangères depuis longtemps, mais quelque part, on ne peut pas être confondu. On ne doit pas être confondu avec quelqu'un qui est déjà au gouvernement. Si on a dans le projet d'incarner le changement, ben, voilà. Et donc, beaucoup de gens préfèrent le changement à la continuité, même si la continuité peut-être est aussi séduisante et aussi paraît presque, comment dire, la chose à préférer. Ben, ils ont préféré écouter quelqu'un qui changeait, qui était différent. Dans ses manières, dans son discours, dans ce qu'il disait, dans ses outrances, etc. Il y avait une partie publique. Donc là, le changement, la rationalité, quelque part, on fait une chose en pensant bien faire, ou alors notre rationalité, elle est incapable de venir à bout de de l'estime ou de l'idée qu'on se fait de soi-même. Bah, finalement, la Constitution m'impose 2 mandats, mais j'aurais pu en faire un 3e, un 4e. J'ai montré que j'avais l'étoffe d'un président éternel. Ben non, tu dois disons, faire te retirer et même avoir une sorte d'autocritique pour aider ton camp. Autocritique. Moi, j'ai pas été capable. Moi, en tant que président, voilà, les difficultés que j'ai rencontrées, t'as rien à perdre. T'es plus un candidat, donc tu peux dire les choses. Voilà ce qui m'a manqué. Il m'a manqué peut-être le soutien de certains. Voilà, ma réforme, ben, elle est bien, mais je l'ai mal entrepris, j'ai pas su convaincre, j'ai pas su séduire les récalcitrants, etc. Ben, beaucoup de choses, finalement, se sont focalisées sur ma personne, sur mes origines, etc. etc. Un discours d'autocritique. Et je veux tout, sauf que les choses continuent de la même façon. Voilà, une rupture. Moi, je suis pour la rupture. Quelqu'un d'autre qui a une autre manière de procéder, d'autres têtes, d'autres compétences, etc., etc. Là seulement, le problème de la rationalité, c'est une rationalité après coup. C'est une rationalité justificatrice, explicative, qui évidemment, elle a le rôle facile, puisqu'elle connaît un peu tout ce qui s'est passé. Donc, évidemment, elle connaît le début, elle connaît la fin, et voilà. Donc, elle n'est pas du tout
elle n'est pas aussi éclairante, aussi globale qu'elle voudrait aussi le faire croire. Donc, la rationalité, voilà, donc à un moment donné, on a un certain âge, et avec le temps, avec l'accumulation, on commence à tenir un discours un peu plus, que l'on veut un peu plus ample. Bien sûr, j'ai eu des propositions, on va dire. Quelqu'un a voulu faire du bien à mon corps. Ce quelqu'un, je l'ai refusé. Je l'ai refusé, j'allais dire, de façon sans réfléchir. Mon corps l'a refusé. Mais si j'avais su que j'allais passer des 20 ans ou plus sans être touché par aucun corps, ben, j'aurais pas dû. Il vaut mieux quelqu'un qui vous fasse du bien plutôt que personne. Donc, parce que quand on est avec quelqu'un, on peut comme ça lui faire des reproches, commencer, comment dire, à désirer autre chose. Quand on est seul, les reproches que l'on fait, on se les fait à soi-même. Et on n'a rien pour comparer. On n'a rien, on sait plus ce que fait une caresse, ce que fait quelqu'un qui se soucie de vous, et que ce quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est étranger en même temps, qui est familier. Donc voilà, on aime bien ce quelqu'un parce que il vous permet là aussi de vous mettre en relation avec d'autres personnes et ainsi de suite. Alors, vous échappez un peu au piège de votre proximité, qu'elle, évidemment, elle ne vous laisse pas tomber, mais elle ne peut pas tout vous offrir. Donc vous avez besoin de l'extérieur, l'autre. Vous avez besoin d'un autre, réellement autre, pour que quelque part fassiez montre pour que vous puissiez mettre en mouvement vos talents, vos potentiels. Qu'est-ce que je suis capable de tirer de cette relation ou d'une autre? Qu'est-ce que je pourrais construire avec une personne qu'a priori je ne désire pas? Mais cette personne, elle est là. Donc ce qui compte, c'est la présence. De toutes les façons, toutes les relations finissent un jour ou l'autre par s'épuiser. Donc là, dès le départ, je ne me fais pas d'illusions. Mais je peux que gagner puisque je pars à partir de rien. Donc finalement, peut-être cette personne, avec le temps, je vais mettre du temps à l'intégrer à moi, mais à la fin, je vais l'intégrer mieux que quelqu'un que j'aurais désiré de suite, que j'aurais intégré comme ça, de façon, j'allais dire, sans réfléchir, de façon un peu trop précipitée. Là, je prends mon temps. Et toujours le problème, et qui veut que cette organisation sociale dont nous avons hérité, que veut que l'on soit dans le mono, que l'on soit dans l'exclusivité, dans l'exclusivisme. On n'est pas, on peut pas partir sur l'idée d'une appartenance permanente jusqu'à la mort à quelqu'un. C'est une idée contre-productive, elle n'a aucun intérêt. Je suis avec toi jusqu'au moment où je le serai plus, simplement. Je suis avec toi et quelque part, je vais prendre le temps qu'il faut pour te connaître, pour faire des choses, mais si quelque part, au bout d'un moment, je ne peux pas vouer ma vie à une seule personne, à une seule relation. Ça ne correspond à rien. Il faut que je puisse un peu, il faut que je m'en aille à un moment donné, il faut que je nomadise,
il faut que j'aille me changer les idées, il faut que mon corps connaisse d'autres façons de malaxer, d'autres façons de toucher, d'autres odeurs, d'autres ceci, d'autres cela. Donc, et c'est vrai, cet exclusivisme qui, même dans l'architecture, dans la façon de faire, la façon administrative, dans les lois, etc., tout est fait pour encourager cette forme de vie extraordinairement réductrice, extraordinairement appauvrissante, extraordinairement limitative. Quand on voit à quel point, comme si on devait se contenter d'une couleur, et nous avons besoin de toutes les couleurs. Et chez les gens, il y a des couleurs au niveau des voix, mais il y a aussi des couleurs au niveau des personnalités. Il y a des gens plus ou moins, plus dans un aspect, moins dans un autre. Et jamais les gens n'ont pas la totalité des sentiments. La totalité. Il y a des gens qui vous stimulent pour certains aspects des choses et d'autres, pour d'autres, pour le reste. Et le reste, c'est pas rien. Et donc, vous avez besoin d'une variété. La variété. Donc, comme on pourrait dire, la biodiversité, ben justement, la sociodiversité. Ou la personnalo ou l'humano-diversité. Vous avez besoin de ça. Donc, la rationalité, c'est de croire quelque part qu'un discours, qu'une série de mots puisse venir à bout d'une réalité qui est une réalité presque objective, qui est la réalité d'un échec présent, d'un échec promis ou d'un échec, comment dire, c'est la solitude en tant que donnée objective, en tant que donnée aussi subjective, en tant que donnée matérielle, sociale, on peut dire philosophique si l'on a envie, la solitude, l'incapacité de créer du lien. Et c'est tout le problème. Donc, comment la rationalité peut venir à bout d'une solitude aussi j'allais dire, cadenassée, non, aussi hermétique, aussi dense. Comment on peut venir à bout? Quand quelque part, beaucoup de choses préparaient à cette solitude. Puisqu'il y avait des rencontres qui n'avaient rien de rencontres. Des rencontres qui n'étaient pas choisies, qui étaient comme ça subies la plupart du temps. Et on était dans une forme de... un côté un peu gestion. On n'était pas dans le fait de dire, voilà, je vais essayer de penser cette chose-là, quelle est. Évidemment, si vous êtes, je sais pas, il y a eu l'affaire que l'on sait, et puis le club du siècle. Si vous êtes issu du sérail, si vous êtes évidemment nanti d'une proximité sociale, d'une affiliation, etc., la chose est facile, mais quand vous n'existez pas, par vos références linéaires, par vos références symboliques, culturelles, etc., dans un espace qui ne vous reconnaît pas, qui ne s'intéresse pas finalement à ce que vous pourriez raconter, à comment vous avez appris à voir les choses, à considérer les choses, comment finalement vous faites la différence entre les nantis, entre guillemets, les non, comment vous faites la différence entre le commun et l'élite, quand vous-même vous êtes considéré comme l'élite, et que finalement, ici, dans cet espace, vous êtes réduit à n'être même pas du commun. Vous êtes à l'extérieur du commun. C'est-à-dire le plus commun du commun,
il peut vous déconsidérer à chaque instant en vous renvoyant vers vos origines. Vous n'êtes en somme que des Arabes. Vous n'êtes en somme que ça, des inférieurs. Vous êtes en somme que des bougnoules. Vous êtes en somme que des sales, j'allais dire youpins. Sale arabe, sale youpin, c'est pareil. Vous êtes rien. Donc, alors tout l'édifice, tout ce qui était tenu debout se fracturait et puis ça tombait. Donc, et on ne peut rien construire parce que vous êtes toujours condamné à... Voilà, vous êtes l'étranger. L'étranger. Donc dans le pays d'origine, dans le milieu d'origine, les choses se seraient passées différemment. Il y a toujours des blocages, des portes fermées, des fenêtres fermées, il y a toujours des lieux qui sont interdits et à un certain type de gens, voilà. Mais il m'aurait été facile, et à beaucoup d'autres, de faire bonnes alliances matrimoniales, d'être introduit par le biais du diplôme dans certains cercles influents, importants, voilà. Donc, c'est ça. Donc, la rationalité, c'est d'avouer c'est d'avouer à un moment donné que l'on s'est trompé dans cette départ, dans cette vocation française, dans ce désir de France, à une erreur fatale à plusieurs niveaux. Fatale à l'ego, fatale à la carrière, fatale au corps, fatale au cœur, fatale à l'esprit, fatale en totalité. Il n'y a rien qu'on puisse dire qu'on a préservé, il n'y a rien. Voilà, donc la rationalité, c'est savoir un peu prévenir les dérapages, les j'allais dire les dégénérescences, les mauvaises évolutions, les pourrissements. Alors on peut arriver à une situation de pourrissement. Ce mot est très intéressant parce qu'il est souvent associé aux mouvements sociaux qui évidemment se délitent et s'effacent et disparaissent suite au pourrissement, au fameux pourrissement des mobilisations sociales, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde universitaire. C'est ça, le monde de formation. Et ça a toujours été, ça m'a vraiment étonné que l'on puisse pénaliser les actions sociales à l'intérieur de l'université, puisque finalement, en général, ça montre aux mobilisés que finalement le peu de moyens qu'ils ont, le peu de moyens d'action, la capacité de faire pression sur l'État. Et très peu de mouvements ont été capables de faire lâcher un gouvernement, obliger un gouvernement à renoncer à une loi. Bon, il y a eu 86, mais pour moi, ça reste pas net, c'est suspect. Cette histoire-là, c'était une action qui était soutenue par un parti politique important à l'époque et c'était pas que les étudiants qui s'étaient mobilisés à cette époque. Il y avait une possibilité de nuire au gouvernement de l'époque et des forces politiques ont saisi l'occasion de la loi sur les universités pour enfoncer les rangs du gouvernement. Mais les étudiants tout seuls n'auraient jamais été capables, etc., de produire de tels effets et de faire un peu reculer un pouvoir en place. C'est toujours... mais on apprend qu'on n'est pas tout puissant, que finalement il y a un moment pendant lequel on jouit
du pouvoir que l'on a, la mobilisation à son sommet, voilà, et puis voilà, l'adhésion des masses commence à s'effriter, voilà, et puis finalement un noyau qui reste à la fin. On apprend que ben c'est comme ça. Ça naît, un mouvement étudiant, ça naît, ça croît, et puis ça décroît et ça meurt. Souvent, les vacances, rien que les vacances sont fatales. Un nombre de mouvements sociaux, comme ça s'est passé il y a 2 ans, si je me souviens bien. Les vacances sont fatales, mouvement lycéen, mouvement étudiant. C'est fatal parce que on va pas tenir une université, on va pas mobiliser des gens qui sont en vacances, on va pas tenir une université, on va pas bloquer une université vide. Donc on apprend ceux qui normalement sont des mobilisateurs nés apprennent que finalement toutes les actions ne sont pas tout, il faut apprendre à composer. Donc ce qui est important, c'est pas une victoire, mais quelque part c'est d'obtenir, c'est pas la victoire totale, c'est d'obtenir quelque chose, voilà, un peu pour en guise de un lot de réconfort, voilà, le gouvernement renonce à un élément, non pas de détail, mais un élément secondaire ou un élément. Et puis le reste passe, voilà. Donc on a épuisé un peu la capacité de mobilisation des étudiants on a affaibli leur potentiel pendant 2 ans. On va être tranquille pendant 2 ans, 3 ans, et va faire passer ce que l'on a envie de passer, et puis voilà. Donc la rationalité, évidemment, elle se juge aussi au niveau des organisations, au niveau des politiques, au niveau des institutions, mais elle aussi, on peut l'interroger, parce que l'individu, évidemment, le groupe et l'individu, il y a un mouvement. Alors les choses qui intéressent un individu peuvent aussi rencontrer un écho dans un groupe, etc. Le groupe peut aussi influer sur les choix et les préférences d'un individu ou des individus. De toutes les façons, il n'y a pas un individu isolé, il n'y a pas un groupe qui n'a pas besoin que d'être rejoint par des individus et de cette façon-là, d'avoir plus de force, plus d'impact, etc. Donc un échec individuel est aussi le reflet d'un échec collectif. Une incapacité à se sortir d'un piège, d'un enfermement, quel qu'il soit, est aussi l'aveu qu'une politique, qu'une voie, finalement, n'a pas été la bonne. On a formé des gens, alors ces gens-là, on les a formés, mais finalement, ils ont été plus bénéfiques à d'autres qu'à nous-mêmes. Des gens, on les a formés, on les a financés, et puis finalement, pas de retour. On a perdu comme ça C'est quoi cette histoire? Et puis finalement, le degré ultime un peu du pourrissement de cette situation, c'est de n'être même plus capable, c'est-à-dire les choses qui peuvent arriver à un individu, être plus capable de s'associer à aucun individu, même pas un seul, pour entreprendre une réflexion, une action, même très basique, très primaire, si je puis dire, même pas la moindre des actions. Et je suis obligé de recourir à ce type d'action parce que j'ai personne qui est prêt à me suivre dans mes pérégrinations intellectuello, cérébraux, etc. Ben, personne, élocution, etc. Donc je fais les choses tout seul. Évidemment, moi,
j'avais dans la tête, il y a quelques jours, de travailler sur la rationalité à partir d'exemples très clairs. La rationalité en quoi un acte est rationnel. Je prends ça. Par exemple, souvent, on a, il y a un moment où on n'a rien. Si on a quitté son pays d'origine, on n'a pas emporté grand-chose. Donc on s'est réduit. Et puis, ce phénomène de réduction, d'allègement, il ne dure pas. Donc, dès qu'on s'installe, on commence à accumuler. Accumuler des choses et d'autres. Fondamentalement, on peut toujours poser la question. Poser la question, quel est l'intérêt pour moi d'avoir un objet, cet objet, de l'avoir en plusieurs exemplaires, puisque finalement, d'une certaine façon, j'en ai besoin d'aucun, même pas un seul exemplaire. Vu l'usage que j'en fais, ça ne s'impose pas. Donc on accumule parce que c'est pas cher, et puis parce que... Et puis, une idée, on passe du plan des objets matériels au plan des idées. J'ai cette idée, j'ai cet espoir, j'ai cette ambition, mais ça ne sert à quoi? Ça s'articule à rien, ça ne s'associe à rien, ça ne forme rien avec rien, je n'en tire aucun bénéfice. On peut aller plus loin, évidemment, j'ai le souci de l'humain, seulement le souci de l'humain, qu'est-ce que je vais en faire de ce souci de l'humain? C'est ça le problème. Alors, on peut, comme ça, un peu interroger et finalement avoir une sorte de questionnement un peu sur tout. Et donc, j'ai suivi un chemin en pensant ou en ne pensant pas beaucoup, en me laissant un peu entraîner, une forme de, j'allais dire, un enchaînement, une action produit une autre, etc., etc. Donc finalement, ce chemin qui est celui d'une revendication, d'une forme de singularité, voilà, j'ai le droit d'avoir ma façon de voir les choses, j'ai le droit. Mais ce droit réclamé m'a conduit à l'isolement. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui coûte le plus? Finalement, l'isolement est destructeur et l'isolement est mortifère. Alors, quand il n'y a même pas un auditeur possible, un seul vis-à-vis réel, pas un vis-à-vis qui se dérobe, quelqu'un vous rencontrez quelqu'un, il vous reconnaît, mais il vous accorde quoi? Alors, allez, on va être généreux, il vous accorde quoi? 4 minutes? 3 minutes et demie? Alors, en fait, peut-être dans les faits, c'est juste 1 minute 10, 1 minute... voilà, tout ce qu'il est capable de vous accorder. Un peu compliqué cette histoire. Toujours le problème de... Donc, voilà quelques éléments. Et évidemment, cette histoire de rationalité, la rationalité. Alors, c'est se veut comme un moyen, un outil de jugement et de validation, d'invalidation. Et finalement,
pas seulement de soi, mais un peu de la totalité. Les choses qui sont choisies, etc., etc. Comme dans cette époque où on a vu émerger, évidemment, après les spécialistes, l'économie, avant c'était les analystes stratégiques, etc., les guerres et tout, on a vu un peu débarquer plein de spécialistes en économie pour expliquer telle ou telle récession, pourquoi ceci, par quoi cela, déficit, balance des paiements. Et puis, on avait débarqué une autre espèce, celle des biologistes de tout acabit. Évidemment, on peut se poser la question, mais tous ces biologistes, tous ceux qui s'intéressent à la vie, à la biologie du vivant, euh, si ils arrêtaient de perdre leur temps en pérorant, et s'ils s'occupaient un peu du problème en question, bah, peut-être qu'on avancerait. Alors que finalement, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de temps à consacrer, à parler, et on a découvert qu'ils étaient nombreux dans cette tribu, qui avait le peuple des biologistes, il est vraiment très, très important. Hein. Quantité épidémiologiste, moléculistes, tout ce que l'on veut. Et ils ont été capables de rien faire, d'apporter aucune solution aux défis actuels qui causent la mort, etc. Ben, ouais, on peut dire oui, il n'y a pas que ça, il y a autre chose, il y a autre chose. Mais finalement, paradoxalement, au vu de l'importance de l'effectif et au vu des résultats, ben, il y a quand même comme une contradiction. Il y a beaucoup de monde et finalement peu de résultats. Ou pas de résultats du tout sur cet aspect des choses. Alors, beaucoup de gens prêts à parler, ça c'est clair, et qui trouvent plaisir à le faire, ben, ça je ne peux pas leur reprocher. La parole attire toujours. Être, comment dire, et voir des gens s'intéresser à ce que vous pouvez dire, et vous écouter, et vous questionner, voilà. Et voilà, vous êtes la popularité, hein, c'est tentateur. Qu'est-ce que je peux dire, et qu'est-ce que je pourrais dire, et qu'est-ce que je pourrais pas dire. Quelqu'un parlait de la dissertation, c'est toujours ce type de propos prend l'aspect d'une dissertation. C'est pas grave, c'est pas grave en soi, c'est pas tellement problématique. C'est le temps que ça prend et le côté peu concret des choses. Alors, d'une certaine façon, quelquefois, l'écho de vos mots vous plonge un peu, vous égare. C'est bizarre. Hein. Et vous parlez à partir de vous-même, mais vous entendez l'écho de vos mots et vous n'arrivez pas à vous focaliser sur quelque chose de très précis. Vous égarez. Et c'est ça le problème. Donc un problème d'égarement, d'éparpillement. Mais après, il reste les mots. On aura un peu approché des mots, quelques concepts. C'est pas, c'est pas rien. Bah, c'est déjà ça. On aura tenu le coup pendant un moment à parler. Là aussi, c'est un acquis. Voilà. La rationalité, on utilise un terme, voilà, dont on a été, dont on a hérité, on ne sait pas exactement sur quoi il repose, à quoi il réfère exactement. On a l'impression qu'il y a une force, que l'esprit est doté d'une force, j'allais dire, de forme d'abstraction. Voilà, on va approcher les choses de façon totalement
neutre, presque comme si ça ne nous concernait pas. Donc, on prend un problème comme cette histoire de l'école dans laquelle on apprenait le mot problème. Voilà, j'ai un problème. Avant de dire adulte, j'ai un problème, ben, vous devez résoudre ce problème. En arabe, c'était le mas'ala. Je ne sais pas si c'était exactement le mas'ala, c'est un peu le, la chose qui interroge. C'est vrai que le problème, c'est aussi la chose qui préoccupe. Euh, donc, on doit faire comme si un problème n'avait pas des côtés vraiment très, comme une chose pouvait être détachée de son support biologique et son support affectif et devenir une chose un peu sans corps et sans support matériel. Donc une chose et puis une autre, peut-être que la chose va connaître une sorte de forme de bourgeonnement, qu'une chose va se décliner en plusieurs choses, évidemment plus petites, jusqu'à presque l'infini, et voilà, donc il y a toujours une question et elle comporte une sous-question, sous-question, il y a toujours une chose sous-jacente. Et donc la réalité, elle se réduit pas à une présentation simple. Il y a tellement de choses qui interfèrent et qui apportent qui un peu apportent de la perturbation. Et d'une certaine façon, on peut dire oui, l'aléatoire qui n'est pas toujours une chose qui est l'aléatoire, en ce sens, qui peut être complètement imprévisible. Donc il y a des aléatoires qu'on peut essayer de penser, mais il y a des aléatoires totalement hors de nos perceptions. Des choses qui peuvent se produire effectivement, mais elles peuvent évoluer de façon totalement impossible. Donc, par tel ou tel apport, par tel ou tel élément que l'on n'avait pas intégré. Donc, l'intégration de la totalité dans le rapport que l'on a face à quelque chose, la totalité des influences, la totalité des choses interférente est totalement impossible. Donc on est là et puis on essaie de vraiment de tenir compte du maximum de choses tout en mettant il y a une chose qui par exemple avait un degré j'allais dire un degré d'influence ou de prépondération et puis finalement il va falloir la faire un peu décliner parce que quelque chose est venu prendre sa place, ben, elle était très impactante. Ben, finalement, elle est un peu moins, au vu des circonstances qui encourent. Donc, ces choses-là sont des choses à réévaluer, à faire bouger. C'est une situation très dynamique, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, l'inconnu, c'est ça, l'inconnu, l'aléatoire, l'impensé, c'est ça qui... et puis, quand on chasse l'émotionnel, le réactif, quand on le chasse, évidemment on le chasse par la porte, et il revient toujours, On le retrouve toujours derrière soi et avec soi, et on fait preuve de peu de rationalité, peu justement et on réagit toujours de la même façon. Le moindre des stimuli vous fait réagir de façon outrancière, de façon illogique. On est l'exemple de sa propre... On est soi-même
un exemple vivant de ce qui est à proscrire. Les logiques comportementales. Il faut surtout pas faire comme moi, ni même finalement penser comme moi, puisque mes pensées, ben voilà, elles n'ont rien à voir avec ma réalité, avec mon affectivité. Mes pensées restent dans un, dans un registre, dans une dimension, et voilà comment je me comporte dans le fait, dans la réalité, voilà comment je réagis, voilà comment j'existe, et je suis loin de ressembler à l'être que j'essaie ou que je montre. Je suis évidemment largement en deçà, et je suis un être vraiment faible, très influençable, très impressionnable. Voilà. Donc la rationalité, c'est une chose que l'on doit faire avec quelqu'un, simplement, c'est un travail de compagnonnage. Les compagnons rationalisateurs, voilà, les frères compagnons, ceux qui œuvrent pour réaliser une chose, l'œuvre de leur vie, voilà, faire penser. Si jamais, par exemple, un élément peut rendre tout ce que j'ai dit quelque part un peu déplacé, un peu hors de propos, presque caduque, comme l'histoire comme le qualificatif célèbre et, et, et malheureusement de mauvais augure, malheureusement c'était une intuition contre-productive, c'est une action qui finalement va faire le malheur des Palestiniens, que ces accords d'Oslo et que cette abolition de la charte de l'OLP et ce mot de caduc. Alors je disais caduc, voilà. Ben, mes propos deviendraient caducs en cas de famine, par exemple. Voilà, la chose comme ça, en cas d'un grand changement, voilà, structurel, un grand séisme, une catastrophe biologique, vraiment, vraiment, pas cette mini catastrophe, cette petite catastrophe de rien du tout, mais une véritable catastrophe biologique qui, elle, évidemment, impacte des milliards de gens ou des centaines de millions de gens. Et alors là, c'est autre chose, la peste noire et autre chose, les crises sanitaires du passé, ça n'a strictement rien à voir. Les impacts ne sont pas que psychologiques, ils étaient bien réels. Les systèmes de production, les systèmes d'approvisionnement, les systèmes tout économiques s'effondraient, les cités déclinaient, tout déclinait, donc et ça durait des décennies, et à un moment donné, la crise avait emporté la moitié des habitants, donc c'est des chiffres un peu comme ça, la moitié des habitants de l'Europe. Donc voilà, là c'est concret, là c'est du chiffre. Donc la moitié des habitants de l'Europe, à un moment donné, voilà, ont été anéantis par la peste. Et voilà comment la rationalité, c'est un objet très utile, pas très utile quelque part, quelquefois un objet un peu trop qui promet trop, mais qui finalement, voilà, c'est un gadget. Bah, ça peut être considéré comme, je dirais, j'ai été trompé par la rationalité, voilà. Donc on va vers la déception, on va vers la désillusion, en fréquentant un peu, en essayant d'avoir pour principe la rationalité dans les gestes, dans les comportements, dans les
dans les pensées, dans les émotions, dans les fantasmes, dans les désirs, dans tout ce que l'on veut. La rationalité, ouais, soit elle ne fonctionne pas, elle ne donne pas la clé, soit elle est battue, soit elle est défaillante, soit elle est totalement inactive, voilà, ça se désactive pour des tas de raisons. Donc après, ça reste une affaire totalement close sur elle-même, un peu enclose sur elle-même. Donc quelque part, ça reste une affaire de mots, une affaire de moments. Alors voilà, on manie les mots, mais bon, on change rien. Donc on déplace quelques mots, voilà, dont on les fait un peu fonctionner dans des contextes particuliers, et puis on s'arrête. Après, on s'arrête et on revient à sa vie d'avant, qui est une vie totalement qui ne fait que démontrer une fois de plus à quel point la rationalité est vraiment un idéal impossible, un idéal qui ne doit pas être nourri, à laisser mourir parce que ça correspond à rien, puis on l'introduit, la rationalité c'est là aussi une affaire d'individu, ma rationalité à moi, il est possible qu'il ne soit pas ta rationalité à toi, puis la rationalité avec un caractère un peu pathologique, un peu très singulier, trop singulier. Voilà, comment je, les gens, pour appuyer un jugement rationnel, un cheminement rationnel, ils vont mettre à l'œuvre tel ou tel élément, d'autres vont utiliser d'autres, et finalement on ne se rend compte jamais sur les mêmes éléments pour appuyer une pensée rationnelle, pour développer une approche rationnelle. Et donc, tout est question de ce que l'on a à défendre au moment où on le fait, de l'intérêt que l'on porte à certaines choses, du degré d'importance que ces choses ont pour nous, degré de la priorité que cela, etc. Et finalement, qu'est-ce que nous attendons, nos attentes présentes ou nos attentes formulées ou les attentes informulées, les attentes qui restent un petit peu dans l'infra. Voilà. À bientôt. À bientôt.